Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur votre plateau. Aujourd'hui, nous sommes mardi et bien sûr, nous parlons santé sur votre émission. Innover pour réduire la charge du paludisme et sauver des vies, c'est bien la thématique sur laquelle s'est tenue ce lundi 25 avril 2022 la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Toujours en tête donc des causes de décès chez l'enfant, la lutte contre cette maladie au Bénin est plus que jamais d'actualité. Qu'en est-il au Bénin et quel est l'état des lieux qu'on peut en faire? Nous allons échanger sur le sujet, mais ne pas oublier surtout de rappeler comment est-ce qu'il faut prévenir la maladie afin que nous puissions toujours nous porter sainement. Ce matin, déjà sur le plateau, je suis avec le docteur William Hunjo. Bonjour. Bonjour madame la journaliste. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin de santé publique, vous êtes le chef service prise en charge des cas et traitements préventifs intermittents au programme national de lutte contre le paludisme PNLP. C'est un plaisir. Également sur le plateau, Alila Toudraman, bonjour. Bonjour Brunel, bonjour à tous les téléspectateurs. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Alors, Émeric Okoupeli, bonjour. Bonjour Brunel Adé aussi, bonjour chers amis téléspectateurs. Vous allez bien aussi? Ça va. Alors, c'est vrai que c'est une maladie dont on parle tout le temps. C'est l'une des premières causes de consultation dans nos hôpitaux. Néanmoins, nous allons quand même revenir sur ce que c'est que le paludisme. C'est important avant d'aller beaucoup plus sur les autres détails que nous allons donner aux téléspectateurs. Alila. Oui, pour ce qu'on nous a appris du paludisme, on nous a dit que c'est une maladie infectieuse causée par la piqûre d'un moustique anophèle infecté qui cause le paludisme et qui se manifeste par des fièvres qui, non traitées au bout de 24 heures, si je ne me trompe, peut causer la forme grave qui peut être mortelle. Voilà. Très bien. Alors, Émeric? Je pense que quand on parle du paludisme, c'est ce qu'a dit Alilatou, on dit que c'est une maladie provoquée par le parasite Plasmodium, transmise par la piqûre à travers la que le docteur peut-être approfondisse. Absolument. Et docteur William Hunjo, est-ce que nous avons tout dit? En fait. Tout a été dit. D'accord. Seulement, il faut reprendre que une définition opératoire pour tout le monde, oui. C'est que le paludisme, c'est une maladie parasitaire fébrile causée par la piqûre d'un moustique, l'anophèle femelle infestée. Il faut donner tous ces détails-là pour que les gens puissent comprendre. Si on veut maintenant aller, on peut dire maintenant pourquoi tout. Pourquoi c'est infesté. Voilà. Très bien. Alors, avant de poursuivre, c'est vrai, il faut redire que nous allons recevoir également dans les prochaines heures, les prochaines minutes sur le plateau, un phytothérapeute aussi, parce que justement, la lutte contre le paludisme, nous le faisons avec toutes les armes possibles. Et chers amis téléspectateurs, vous pouvez nous appeler pour réagir sur le sujet. Si vous avez fait des cas graves, si vous essayez événement de lutter contre cette maladie chez vous, sur le 98 80 93 111, le 98 80 93 111 ou encore le 95 05 82 91 55 01 82 91 si vous voulez nous envoyer des messages. En dehors de cette compréhension du paludisme qu'il faut garder, je pense que le paludisme se manifeste par des symptômes également comme toute maladie. D'ailleurs, ces symptômes rejoignent beaucoup d'autres qui fait que bien souvent, quand on les a, on pense tout de suite qu'on a le paludisme. Je pense que Alilatou et Émeric, mais aussi les symptômes viennent tout de suite. C'est à ça on pense d'abord avant toute autre chose. Oui. Quand on a le paludisme, je pense qu'on a tous fait le paludisme d'ailleurs. On a une courbature, la fièvre. On a mal à la tête, souvent la fièvre, bon, ça peut venir à tout moment, mais beaucoup plus les soirs et les matins. Et donc, dès qu'on commence par sentir ces signes-là, on se dit, on a sûrement le paludisme. On va en consultation pour confirmer
par un médecin et on commence par prendre un traitement pour que ça passe très vite. Émeric? Je pense que quand on parle de paludisme, surtout au Bénin, quand on ressent la moindre fièvre, c'est qu'on a le palu. Quand on ressent des maux de tête, on se dit déjà qu'on a le palu. Alors que pour confirmer vraiment qu'on a le palu, c'est qu'il faut faire, il faut se faire consulter par un médecin pour réellement savoir qu'on a le paludisme ou pas. Donc, je pense que déjà, quand vous sentez une certaine fatigue générale, quand vous sentez une certaine fièvre qui ne s'arrête pas ou bien qui s'amplifie de jour en jour, je pense que il faut déjà aller vous faire consulter. On ne peut pas dire que c'est du paludisme, que c'est du paludisme. La seule chose qui confirme réellement que c'est du paludisme, c'est qu'il faut aller se faire consulter par un médecin. Donc, je pense que pêle-mêle, il y a aussi d'autres symptômes. Quand vous sentez par exemple des frissons dans votre corps, des frissons qui sont inhabituels dans votre corps, je pense que ajouter à la fièvre, aux maux de tête atroces, donc des céphalées également, donc je pense que il faut aller se faire consulter. Très bien. Docteur Munjo, qu'est-ce qu'on peut ajouter par rapport aux symptômes? Non, presque mes présidents ont tout dit. Il faut dire que le signe pathognomonique du paludisme, c'est la fièvre d'abord. Donc devant toute fièvre, il faut penser d'abord, parce que nous sommes dans une zone endémique, il faut penser au paludisme. Très bien. Donc c'est normal en fait. Oui, c'est normal. Il faut penser au paludisme. Maintenant, les signes associés, ça varie d'un individu à un autre. Comme l'a dit mon ami qui est à côté de moi, là, Émeric. Il y a des courbatures, des malaises vraiment généralisés de tout le corps. Il y a les céphalées, on appelle maux de tête, le patient est fatigué. Frisson, pourquoi pas, mais ce n'est pas fièvre au long cours. Il faut faire une différence entre la fièvre du paludisme avec la fièvre au long cours. Quand la fièvre est au long cours, il faut penser encore à autre maladie. Donc ce qui est bien, fièvre au long cours, c'est une fièvre qui dure dans le temps, quel que soit le traitement que vous mettez, c'est une fièvre qui dure. Alors ce n'est plus paludisme en ce moment-là. Ce qui est bien, c'est qu'il faut penser à confirmer la maladie. C'est important parce que nous sommes en train même de travailler dans ce sens-là pour que quelqu'un, les gens, on sent la fièvre, on va dans les pharmacies, vendez-moi un médicament de palu. Donc même avec les officines, nous sommes en train de travailler pour que désormais les tests de diagnostic rapide soient disponibles à leur niveau. D'accord. Donc si vous avez fièvre et autres là, si vous n'arrivez pas à vous faire consulter et vous devez aller prendre des médicaments, il faut qu'on vous teste. Parce que c'est en train de créer un certain nombre de problèmes dans notre pays. Donc il faut la confirmation, comme l'a dit Émeric, il faut forcément confirmer la fièvre, le mal-être que nous avons avant de parler de paludisme. Désormais, on ne peut plus dire paludisme sans confirmation. Ça, c'est intéressant. Ce qui veut dire tout simplement qu'on ne prendra pas des médicaments pensant guérir le palu alors qu'on a autre chose. Et justement, quand on parle de paludisme, ça vire très vite au cas grave. Comment est-ce que ça se fait, disons? Oui, bien sûr. Quand le cas n'est pas vite pris en charge, ça va virer. Vous allez présenter l'enfant surtout, c'est surtout l'enfant. Si vous voyez le comportement du paludisme, ça s'oriente surtout vers l'enfant. Depuis que la maman est enceinte, en train de garder l'enfant, le paludisme ne commence pas pour chasser l'enfant déjà. Depuis le ventre de la maman, le paludisme le pourchasse, même quand l'enfant naît, il le pourchasse encore. Et il faut au-delà de 5 ans déjà pour que l'enfant puisse dire que vraiment, je suis en train d'éviter cette maladie. C'est pourquoi vous allez constater que les vraies cibles, c'est les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Oui. Donc, il faut forcément que nous pensions à ces deux cibles-là. Quand une femme est libre, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de moment où elle tombe enceinte, elle doit te dire que je suis devenue maintenant une cible pour une maladie. Très bien. Alors, Alina, vous avez dit, nous avons tous fait le palu, mais des cas graves, est-ce que vous en avez vu ou bien vous en avez fait?
En avait fait, non. Si j'en ai fait, non. Bon, c'est toujours, dès que ça commence et que le premier jour avec peut-être un mal de tête, vous prenez ce qu'il faut, ça ne va pas, après la fièvre s'ajoute, on pense directement à aller se faire consulter, surtout quand on sait qu'on a une santé fragile. Les cas graves, oui, j'ai constaté chez des enfants, surtout, qui ont été hospitalisés plusieurs jours, et dont on a détecté des cas graves de paludisme qui ont failli en pâtir, mais heureusement qui ont pu être sauvés grâce à tout le traitement qui a été mis en place pour pouvoir aider l'enfant. Et c'est ce qu'on constate souvent. Les cas graves, comme le dit le médecin, arrivent lorsque la prise en charge n'est pas faite très tôt. On se dit, c'est un paludisme, c'est déjà venu une fois, on a pris tel médicament, on a l'habitude de prendre telle chose, on passe directement en pharmacie. Parfois même, on se dit, bon, ça va partir, peut-être que ce n'est pas le paludisme, on est juste fatigué ou que l'enfant fait des caprices. C'est quand il commence véritablement par chauffer et qu'on constate que la température est très excédente qu'on se dit, ah, il faut aller consulter. Et le médecin va le confirmer, des endroits, des zones dans lesquelles les cas graves surviennent le plus, ce sont les zones rurales où les parents sont en difficulté, c'est vrai, et n'arrivent pas très tôt à amener les enfants à l'hôpital pour la prise en charge. Et donc, on se dit avec, vous permettez, avec la tisane, avec tout ce qu'on utilise de façon traditionnelle, on peut arriver à guérir sans savoir déjà quel est le taux du parasite dans l'organisme de l'enfant. Et donc, on va très tard à l'hôpital où on arrive parfois à sauver l'enfant, où c'est déjà tard et on se met à pleurer, à regretter l'acte. Mais qu'est-ce qu'on y peut? On continue de sensibiliser en espérant que ses parents puissent comprendre la cause et prendre les décisions qu'il faut, mais ils vous diront toujours que c'est pas preuve de moyens, ils trouveront des explications ou parce qu'ils font confiance à tout ce qu'ils avaient déjà l'habitude d'utiliser qui, à cet instant-là, ne marchera peut-être pas. Tout simplement. Émeric? Oui, je pense que je n'ai pas connu de cas graves de façon particulière, mais j'ai quand même eu un ami dont l'enfant a été victime de ce cas grave du paludisme, qui a succombé d'ailleurs pour ça, parce que bon, les parents ont négligé la maladie dès le début. Bon, ils se disaient que c'était juste comme une fièvre passagère, mais de jour en jour, ça a commencé par s'empirer. Et ils ont fait recours à l'automédication. Donc, ce qui a été fatal à l'enfant, c'est après qu'on a su que c'était le paludisme. Donc, je crois que ces cas sont souvent légion. L'exemple qu'a donné tout à l'heure à Lilat aussi par rapport au cas grave du paludisme où les parents parfois balayent d'un coup de revers la maladie et se disent que bon, ça va passer, ou carrément des gens font recours à des tisanes sans savoir pour autant les posologies, ce qu'il faut. Donc, je pense que beaucoup succombent par rapport à cette maladie. Et on l'a dit tout à l'heure, la cible, c'est des enfants de 0 à 5 ans. Donc, surtout, voilà, et les femmes enceintes. Et il y a certaines périodes, souvent, qu'il faut pas s'amuser avec. Dès que vous commencez par ressentir les symptômes, dès que vous commencez par ressentir les signes qui annoncent le paludisme, le mieux, c'est de ne pas négliger. Le mieux, c'est d'aller vous faire consulter tout de suite pour avoir confirmation si c'est réellement le paludisme et commencer le traitement le plus tôt possible. Très bien. Alors, docteur? Je voudrais revenir sur la gravité dont vous avez parlé. Oui. Et il faut dire que, surtout chez les enfants, je vous ai dit tantôt tout à l'heure, pour le paludisme, pensez aux enfants d'abord. Que ces enfants soient dans le sein de sa maman ou bien au dehors, pensez aux enfants. D'abord, il y a les signes zéro de danger. Les signes zéro de danger, c'est l'enfant qui est incapable de boire ou de téter, par exemple. L'enfant incapable de manger. Ça, c'est un signe zéro de danger qui signifie déjà la gravité. Ou bien l'enfant a convulsé. Oui. Et la convulsion, c'est remarqué de plusieurs manières. L'enfant qui a le truc qui fait convulser, par exemple, l'enfant convulse déjà. Il convulse déjà. Ou bien plafonnement de regard, l'enfant convulse déjà. Il fait que
C'est une confusion déjà. Mais ça passe inaperçu. Et les parents ne voient pas ça. Parce que c'est peut-être l'enfant qui... L'enfant continue de s'amuser. L'enfant est confusé déjà. Donc c'est un problème. Même si vous l'amenez en consultation, si vous ne donnez pas ce signe-là, on va le prendre en charge comme un paludisme simple. Simple, alors que... Or, à la maison, l'enfant a convulsé. L'enfant ne mange pas, incapable de boire ou de manger. Ça fait déjà la gravité du paludisme. C'est quand on voit anémie s'installer avec état léthargique ou inconscient qu'on parle de... Non. Déjà, on dit l'enfant s'amusait, je n'ai pas compris pourquoi, subitement... Tout ça s'installe de manière progressive. Donc voilà, il faut faire attention aux différents signes que présentent les enfants à la maison et les signaler aux soignants. Tout à l'heure, mes amis ont parlé de médecins. Non, il ne faut pas dire seulement médecins. Les agents de santé. D'accord. Les agents de santé, sinon, on ne peut pas trouver médecins dans les arrondissements partout. Partout. D'accord. Donc, là où il y a agents de santé, on peut aller faire la consultation et dire l'histoire de la maladie, les antécédents, tout ce que l'enfant a présenté à la maison. C'est très important pour qu'on puisse diagnostiquer le plus tôt, éviter la gravité de ce cas. Surtout les signes qui passent inaperçus, on ne sait vraiment pas si c'est signalement de symptômes ou bien quoi que ce soit. Alors justement, c'est vrai, vous avez dit qu'il faut se focaliser sur les enfants et les femmes enceintes. Est-ce que ça veut dire que les adultes n'en font pas beaucoup? C'est bien cela? Les adultes font la maladie, mais, oui, mais combien meurent? Combien meurent? Vous avez constaté que, bon... chez les adultes, à peine une fois, au plus c'est 2 fois dans l'année. Oui. Au plus c'est 2 fois dans l'année, vous faites votre maladie et vous êtes même en train de travailler. C'est quand vous vous négligez trop que vraiment ça vous abat et vous ne venez pas au service. Mais les enfants, quand ça les attaque, l'enfant ne sait pas parler pour dire que j'ai mal. Il est en train de souffrir à l'intérieur jusqu'à ce que ça peut donner tout ce que vous connaissez et jusqu'à aller jusqu'au décès. Très bien. Alors, parlons à présent de la situation au Bénin. C'est vrai, comme je le disais, c'est l'une des premières causes de décès chez l'enfant toujours au Bénin. La lutte, elle est permanente, je le sais, et vous avez donné quelques signes tout à l'heure pour lesquels il faut déjà s'alarmer, il faut déjà s'inquiéter. Vous qui êtes au PNLP, où est-ce qu'on en est, docteur? Oui, bien sûr. Bon, il y a plusieurs stratégies que nous avons déjà mises en place pour lutter contre la maladie. Il y a si je veux même parler d'abord des moyens de prévention. D'accord. Il y a 3 types de prévention d'abord. Il y a la prévention mécanique, il y a la prévention chimique et la prévention médicamenteuse. Parlant de la prévention mécanique, oui. C'est une barrière. Et en parlant de barrière, on peut utiliser les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. On peut utiliser les grillages, tout ce qu'il faut pour que le moustique ne vous touche pas. Le grillage, c'est pour les fenêtres et voilà, autres. Les portes, les fenêtres, tout ça là. D'accord, vous mettez grillage et utilisez les moustiquaires. Deuxième type de prévention, c'est la prévention chimique. Là, on utilise la pulvérisation intradomiciliaire, des insecticides dans les maisons. D'accord? On utilise aussi les serpentins, les insectifuges pour repousser le moustique. D'accord? Et troisième type de prévention, c'est la prévention médicamenteuse. Médicamenteuse, commençant d'abord par la femme enceinte. La femme enceinte, à partir de la 16e semaine d'aménorrhée, doit prendre son traitement préventif intermittent, TPI. D'accord? C'est 3 comprimés de sulfate d'oxyne pyrimétamine que la femme doit prendre tous les mois, même jusqu'à la table d'accouchement. Il n'y a pas d'inconvénient par rapport à cela, pour prévenir, nettoyer le placenta, parce que c'est là où les plasmodiums vont se loger et créer des dommages pour le bébé et aussi pour la maman. Donc, en dehors de cela, il faut utiliser, nous sommes en train une autre stratégie qu'on veut démarrer cette année, c'est le traitement préventif intermittent chez le nourrisson. On va utiliser aussi la sulfate d'oxyde pyrimétamine chez les nourrissons à partir de 10 semaines déjà
Et on a calqué notre stratégie sur le calendrier vaccinal. Jusqu'à avoir 8 contacts avec ces enfants-là, jusqu'à 2 ans, les protéger pendant cette période-là en leur donnant de la sulfadocine, pyrimétamine. Donc les enfants qui viendront se faire vacciner, en fait, vont profiter pour prendre leurs médicaments. Mais nous voulons commencer d'abord par la zone sanitaire Zobodome, Boyikon, Zakota. Il y a 3 zones qui sont choisies pour démarrer avec ce TPIN+. La première zone, c'est Zobodome, Boyikon, Zakota, Zoboza, comme le dit Madame Alila tout. D'accord? Quand nous allons finir la phase pilote avec cette zone, nous allons choisir, nous allons étendre la stratégie vers 2 autres zones. Les 2 autres zones sont connues déjà, c'est Bembereke, Sinandé et Koulekame, Toviklin, Lalo. Pendant 3 ans encore, nous allons utiliser cette stratégie parce que c'est les partenaires qui nous viennent en aide par rapport à ça pour voir, puisque ça a commencé dans d'autres pays. Nous allons l'expérimenter. C'est pour dire qu'est-ce que nous faisons, où est-ce que nous en sommes par rapport à la lutte. Voilà autant de stratégies. En dehors de ça, il y a la chimioprévention du paludisme saisonnier. La chimioprévention du paludisme saisonnier, c'est des médicaments que nous donnons aux enfants à partir de 3 mois jusqu'à 59 mois. Et les zones qui sont éligibles par rapport à cette stratégie sont les zones du Sahel, proche du Sahel. Et selon les critères de l'OMS, nous avons, sur les 34 zones sanitaires, 17 zones qui sont éligibles au Bénin. Commençons par le nord. Actuellement, nous sommes déjà dans 6 zones sanitaires où se fait cette campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier depuis 2019. En 2019, nous avons fait la campagne dans Malanville, Karimaman, Tangueta, Materi, Kobli. En 2020, les partenaires sont venus en aide encore. On a joué 2 autres zones. Banikwara, Kandi Gwagunu, Segbana. Et en 2021, on a ajouté encore 2 autres zones. Natitengu, Bukumbe, Tukuntuna, Kwande, Keru, Pianko. Donc actuellement, nous sommes dans 6 zones sanitaires. Donc le département de la Takora et de la Libori, les départements sont couverts par rapport à la CPS. Et c'est dans les mois de juillet à octobre, mois où il y a forte pluviométrie et la transmission est dense. Nous utilisons cette chimioprévention pour protéger nos enfants. Très bien. Alors, je vous reviens tout à l'heure. Néanmoins, Alila, vous l'avez suivi. C'est vrai que les moyens de prévention, chacun essaie de l'utiliser chez lui, en tout cas en dehors des médicaments ou autres. Les autres moyens de prévention sont beaucoup plus pratiqués à la maison quand même. Mais est-ce qu'on le fait assez bien comme cela se doit, selon vous? Donc, je pense que si on le faisait assez bien, on ne serait pas encore aux statistiques des enfants qui meurent le plus de paludisme. Je pense qu'en 2018, déjà, on en parlait. Et en 2021, on continue encore de dire que les enfants de moins de 5 ans sont plus à risque et meurent du paludisme. Ça veut dire que les stratégies peut-être n'ont pas été véritablement mises en œuvre en fonction des réalités du terrain, que les stratégies n'ont pas été suivies pour voir si elles ont été efficaces sur le terrain, parce que entre-temps, on a eu dans les médias des retours de campagne où on a constaté que les gens utilisaient les moustiquaires dans des jardins, qu'on utilisait des moustiquaires pour faire autre chose que de les mettre à la maison et de se protéger les enfants. Qu'aujourd'hui encore, qu'on ait plus de 2 millions de cas au Bénin, qu'on continue de distribuer des moustiquaires, qu'on amène les enfants à l'hôpital. Depuis de 2019, quand je prends les propos du médecin, de 2019 à aujourd'hui, où on a renforcé la campagne, pour dire ça, on a renforcé la stratégie, est-ce qu'on a l'impression véritablement que les choses ont évolué sur le terrain, puisqu'on continue d'avoir des cas de paludisme, alors qu'on en parle toujours depuis plus d'une décennie déjà, alors que chaque fois quand les femmes enceintes sont à l'hôpital, on leur donne ces médicaments, on continue de parler du paludisme, on informe, on prévient, et pourtant on constate que les enfants meurent de paludisme. Est-ce que vous avez fait le diagnostic pour savoir qu'est-ce qui fait que la prévention n'est toujours pas
véritablement au niveau souhaité et qu'on continue de mourir du paludisme chez les enfants. Très bien. Docteur, vous allez répondre oui. Le paludisme est une maladie comportementale. C'est une maladie évitable. Vous devez savoir, comme vous avez fait le développement, bien sûr, tous les conseils sont donnés, les stratégies sont mises en œuvre. Si on respectait tout ce qui a été dit, sans piqûre, il n'y a pas de paludisme. Mais est-ce qu'on peut réellement éviter la piqûre? La piqûre de moustique. Parce qu'en fait, un enfant même que vous déposez au salon, tout simplement, qui dort, bon, même s'il ne dort pas, il s'amuse avec la famille, il y a des moustiques qui sont là. Vous savez que nous sommes dans une zone endémique, donc il faut aussi la piqûre. Ah, si vous n'êtes pas piqué, vous n'aurez pas l'immunité. Ah, n'oubliez pas ça. Donc, il faut des piqûres. Mais piqûre pour donner la maladie, c'est ça qu'il faut éviter. Oui. Parce que quelqu'un qui quitte notre pays, le Bénin, par exemple, pour aller en Europe, pendant 6 mois, il va perdre son immunité. Il va perdre son immunité. Et si jamais il revient dans notre pays et il n'est pas protégé, il va faire la maladie grave. Donc, il faut des piqûres de temps en temps pour garder l'immunité. On ne peut pas dire 0 piqûre à 100%. Mais il faut éviter les piqûres. Parce que quand ça se répète, ça va faire la maladie. C'est de ça qu'il est question. Donc une maladie évitable. Mettez les grillages, mettez les moustiquaires, prenez les médicaments chez les enfants qui sont dans les zones qui ont été choisies. Les femmes enceintes utilisent les médicaments. Nous allons éviter la maladie, nous allons éviter les décès dus à la maladie. Les zones dans lesquelles vous êtes depuis 2019, est-ce que aujourd'hui, nous entamons en 2022, nous sommes déjà à la moitié de 2022, est-ce que vous avez l'impression que ça marche? En 2019, quand nous avons fait la campagne dans Malambi, Karimaman, Kangeta, Materi, Kobli, nous avons présenté les résultats. Parce qu'en allant 2 ans en arrière, 2018 et 2017, l'évolution des cas pendant la même période, quand on a pris l'évolution des cas, après l'utilisation de notre CPS, les cas ont chuté de manière drastique. Et c'est ça que nous avons présenté. Les partenaires ont vu que c'est efficace. D'abord, l'efficacité, c'est démontré déjà. Ce n'est pas à nous de démontrer l'efficacité de la CPS. C'est efficace. Maintenant, si nous l'utilisons, nous menons correctement cette stratégie, on doit avoir les résultats. On a eu les résultats en 2019. C'est ça qui a valu l'intégration d'autres zones sanitaires pour continuer. Donc, il faut que la sensibilisation puisse continuer pour que les gens sachent que nous devons continuer par... Malheureusement, quand nous avons démarré avec cette campagne-là, mais les formations sanitaires sont vidées. Pourquoi? Sont vidées parce que la fréquentation a chuté. Parce que c'est la maladie. D'accord. Notre système de santé, c'est surtout sur le paludisme. Le jour où on va éradiquer le paludisme, on va même fermer certaines formations sanitaires. Ouais, parce que c'est le palu. Vous allez dans les centres de santé, c'est le palu. Sur 10 cas, vous allez voir, palu, c'est 7 à 8 cas. Donc, c'est basé sur le paludisme. Les gens ça a chuté. En ce temps-là, il y avait beaucoup d'agents qui étaient sous financement communautaire. Donc, il faut que l'argent rentre pour qu'on puisse les payer. Mais ça a créé des problèmes en ce moment-là. Heureusement que le gouvernement de notre pays, le Bénin, actuellement, a doté maintenant les formations sanitaires en personnel. Même dans des formations sanitaires périphériques, il y a des médecins. Donc cela, le problème ne se pose plus à ce niveau pour que les gens puissent utiliser correctement la stratégie qui a été mise en place. Émeric. Je pense que le docteur l'a dit tout à l'heure, quand vous allez faites un tour dans les centres de santé, le premier motif de consultation chez, en tout cas des personnes souffrant, c'est le palu. Premier motif de consultation, premier motif d'hospitalisation également, c'est le palu. Donc c'est pour dire en quelque sorte comment le mal est quasi présent dans notre pays, et je crois que les moyens de prévention, chacun y va à sa manière, et ce qui est un peu désolant, c'est que les moyens de prévention que
parfois des organismes internationaux ou en tout cas, les partenaires nous donnent. Il y a d'autres qui utilisent pour d'autres fins ces moyens-là. Aujourd'hui, vous allez vous demander mais combien de Béninois dorment encore sous moustiquaires imprégnés. Les moustiquaires qu'on nous donne parfois, vous allez voir, des gens en font d'autres usages avec. Aujourd'hui, combien de Béninois mettent des insecticides et des insecticides dans leur chambre. Donc, alors que c'est une maladie qui existe, nous en sommes tous conscients, nous savons que c'est une maladie qui cause des décès, mais pourtant nous ne faisons pas ce qu'il faut en tant que citoyens nous-mêmes. Donc le problème réellement c'est nous-mêmes, les médecins, les agents de santé font ce qu'ils doivent faire. La sensibilisation, il y a les partenaires et le gouvernement qui sensibilisent chaque année par rapport à ce mal. Mais qu'est-ce que nous-mêmes en tant que citoyens nous en faisons? Donc c'est ça le réel problème. La prise de conscience doit être de mise à notre niveau. Et je crois que nous arriverons à éradiquer ce mal, même si ce ne serait pas de sitôt. Maintenant, le problème, c'est que depuis l'avènement de la COVID, on a l'impression que la maladie du paludisme a été un peu négligée, un peu délaissée. Donc, je veux bien savoir si c'est pourquoi ce constat-là. Peut-être c'est une impression. C'est une impression parce qu'il faut dire que le paludisme, c'est une maladie connue. Avant que l'on naisse, il y a déjà le paludisme. Nous allons vivre avec. Mais subitement, on a été surpris par un mal qui n'existait pas. La Covid-19. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là? Puisque nous savons que s'il y a paludisme, on peut. Mais quand la Covid vous attrape, vous voyez ce que ça fait? Oui. Dans les minutes, vous mourrez, par exemple. Donc, il faut tout faire pour que nous puissions endiguer d'abord ce mal-là. C'était l'urgence. C'est l'urgence. Nous savons que bon, nous avons déjà le paludisme. Et comment faire pour prévenir le paludisme? C'est pas qu'on a laissé. Les moyens de prévention continuent toujours d'être utilisés. S'il y a la maladie, les formations sanitaires ne sont pas fermées pour ne pas prendre en charge les cas. Mais l'attention était focalisée sur la Covid. C'est pourquoi les gens pensaient qu'on a délaissé. Non, ce n'est pas délaissé. Vous allez dans la formation sanitaire, vous avez le paludisme est toujours traité. Maintenant, on a l'impression parfois que les symptômes du paludisme se ressemblent justement et on n'arrive pas à... Beaucoup, c'est pourquoi nous avons mis un algorithme par rapport à ces deux maladies pendant cette période-là. Le patient est venu pour la fièvre, vous faites le test du paludisme en même temps en faisant le test de Covid. Les deux en même temps. Et savoir comment conduire le traitement. Voilà. Très bien. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé d'une stratégie qui va démarrer, si je ne me trompe, Zobodome, Zakota et une autre ville. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait le critère de cette zone-là, du choix de cette zone-là? Les partenaires ont voulu commencer ce traitement préventif intermittent chez le nourrisson, d'accord, dans 3 zones sanitaires. Et il y avait certains critères pour choisir ces zones sanitaires. D'abord, la fréquentation par rapport à la vaccination. D'accord. Le nombre de cas qui fréquentent aussi ces formations sanitaires. Et voir aussi le critère nord, centre et sud. D'accord. Être un peu présent dans les pour équilibrer un peu, c'est par rapport à ces critères-là que les zones sanitaires ont été choisies. Et parmi les 3 zones sanitaires retenues, celle qui est plus dense à commencer, c'est Zoboza, comme vous l'avez dit. Et c'est là nous faisons la phase pilote. Il s'agira de donner des médicaments, la sulfadoxine-pyrimétamine, à dose adaptée à ces enfants à partir de 10 semaines, comme je l'ai dit, jusqu'à 2 mois. Et on a trouvé 8 contacts. 8 contacts pour pouvoir prévenir le paludisme chez ces enfants-là. On aura les résultats quand nous allons finir avec la phase pilote. Très bien. J'espère qu'on aura je reviens sur la question parce que c'est intéressant en effet de dire que les programmes sont en cours. C'est ce qu'on souhaite, qu'il y ait moins de paludisme, qu'on en arrive à l'éradication, même si ça va prendre du temps. On sait qu'il y a eu des campagnes qui ont été menées, notamment les sensibilisations sur le nettoyage de son environnement, les mesures préventives.
Mais aujourd'hui, ces campagnes-là, est-ce qu'on a fait le point pour savoir qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Parce que je me dis, même s'il y a toutes ces stratégies, que la population ne prévient pas, il y aura tout le temps. Est-ce que l'objectif, c'est d'avoir des cas de paludisme à traiter ou de prévenir ces cas de paludisme? Même s'il y a une stratégie qui permet, une fois qu'il y a paludisme, que les gens soient pris en charge, est-ce que ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait paludisme tout le temps? Qu'est-ce qu'on prévoit pour éviter qu'il y ait paludisme quand on sait que dormir sous moustiquaire n'a pas véritablement fait son effet, qu'on continue d'avoir des enfants qui meurent de paludisme, que le paludisme continue d'être la première cause de décès chez les enfants et que même les adultes continuent de faire le paludisme? Merci beaucoup, Madame Ali Latou, pour votre préoccupation. D'abord, il faut dire que le paludisme ne peut pas être éradiqué. Il faut faire la différence entre l'éradication et l'élimination. L'élimination, voilà. Ok. Parlant de l'élimination, vous avez dit que l'utilisation des moustiques n'a pas fait preuve. Ce n'est pas vrai. Vous êtes d'accord avec moi que nous ne l'utilisons pas à bon escient. Comme cela se doit. Non. Chez moi, par exemple, personne ne dort sans moustiquaire. Quand je vais dans les hôtels, à mission, tout ça là, quand je n'ai pas moustiquaire, j'ai peur moi-même. Ce n'est pas à cause du paludisme, j'ai peur, j'ai l'impression que quelque chose va me toucher. Vous voyez? Donc, il faut avoir cette hantise-là. Quelque chose va me toucher. Ça peut être moustique, ça peut être autre chose. Donc, la moustiquaire, ce n'est pas seulement pour le moustique. Le moustique. Non, ça vous protège aussi contre les insectes volants. Donc, il faut l'exiger. Pour que mes enfants tombent malades dans une année, bon, c'est rare. Peut-être une fois en passant, parce que c'est exigé que vous devez dormir. Vous avez, Madame Alilatou, si vous dormez, vous, sous moustiquaire, toutes les fois, chaque fois, vous n'allez pas faire le paludisme. Donc, vous êtes en même temps la preuve que les gens n'utilisent pas la moustiquaire. Non, parce que quand on prend le cas de la moustiquaire, il ne faut pas oublier qu'avant d'aller dormir sous moustiquaire, on passe nos journées. Donc, c'est toute une chaîne. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça qu'il n'y a pas une seule stratégie que nous avons mis en place. Non. Il y en a plusieurs. L'assainissement du milieu, c'est très important. Il faut assainir le milieu. Tout à fait. On a parlé de grillage à la porte et aux fenêtres. Il y a des gens qui dorment sans moustiquaire, uniquement avec grillage à la porte et fenêtres. Et il n'y a pas de moustiques dans leur chambre. Vous voyez? Donc, celui qui associe maintenant plusieurs stratégies, alors il est encore plus protégé. Même pour faire la lutte. C'est une maladie comportementale. Maladie comportementale, une maladie évitable. Quand nous allons prendre conscience que vraiment c'est cela, nous allons éviter la maladie. Très bien. Alors, je voudrais qu'on donne quand même quelques indications par rapport à disons, ce moyen préventif-là. Vous avez parlé des insecticides et surtout, je voudrais revenir également sur les insecticides en papier spirale qu'on utilise chez nous. Est-ce que, d'une part, cela n'a pas des conséquences également retour sur la santé? Bon. C'est vrai que des fois, certains, quand on lit les serpentins, on dit que nous avons le rhume, même quand nous pulvérisons les chambres, il faut sortir. Quand vous fermez la chambre, vous sortez pendant un moment et après vous ouvrez pour que cela soit aéré avant d'aller vous coucher. Donc ce n'est pas que ça ne peut pas être sans effet, parce que les insecticides aussi doivent avoir des effets sur l'homme. C'est pour cela qu'on dit vous sortez, vous mettez. Mais les serpentins, ça donne souvent, parfois de rhume. Mais ce n'est pas contre-indiqué. C'est pas contre-indiqué. C'est pas contre-indiqué. Très bien. Alors, avant de poursuivre, je vous propose de marquer une pause et on revient après. Voilà, retour en plateau pour recevoir Christelle Dassy. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Bien, et vous? Très bien également. Vous êtes phytothérapeute. Merci d'être avec nous pour parler du paludisme. Alors, nous l'avons dit, pour lutter contre le paludisme, chez nous, eh bien, on a également l'habitude d'utiliser des tisanes. En tout cas, on y pense très souvent quand on fait le palu à la maison. Et beaucoup d'herbes sont utilisées dans ce sens-là. Je me demande si
c'est vrai que beaucoup connaissent également les herbes, hein, mais est-ce que on a forcément le bon réflexe d'aller tout de suite, de prendre n'importe quoi et de boire? Alors, la question des tisanes chez nous est très complexe. C'est pas aussi bien organisé que la médecine moderne, et chaque famille, chaque région a sa petite recette. C'est ce qui fait que, pour beaucoup, ces solutions ne sont pas tout à fait efficaces. D'accord. Vous voyez? Alors, je donne un exemple simple. Pour le palu, on prend par exemple du crin-crin et du citron. Ok? Oui. C'est une recette connue de tous. Puis, on a le codo. Ok? Excusez, je ne pouvais pas dire les noms latins et tout. Voilà. Alors, on a le codo, ok? Qui est pris aussi, qui est très présent sur nos marchés, et qui viennent d'une partie du sud et du centre du pays. Et puis, au nord, les gens ont d'autres habitudes. Le caïcédra, on a le quinqueliba aussi. Puis, au marché, chez nos herboristes, tradis thérapeutes, ils vous font une composition de plantes. Et elle varie d'un... c'est ce qui rend l'usage de cette tisane compliqué, en général. C'est ce qui rend l'usage de cette tisane compliqué. Et le patient, si on peut dire la chose comme ça, il va chez l'herboriste et il dit vendez-moi Revomacy. Et la dame lui dit bon, vous le voulez amer, vous le voulez pas amer, vous le voulez aigle. Et la personne donne ses préférences. Et je ne dis pas qu'ils ne sont pas doués, qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Non, ce sont des sachants. Ils savent ce qu'ils font. Mais le problème est que la personne qui vient, comme vous l'avez dit tantôt, n'a pas consulté. N'est pas sûr qu'il fait effectivement du palu. Il va et il dit, ben, écoutez, je souffre de palu, fournissez-moi des plantes pour me soigner. Cette dernière, comme on le fait traditionnellement chez nous, elle prend ceci, elle prend cela, elle prend cela, elle constitue la cagnotte. Elle lui dit, ben, tu mets tout, tu mets de l'eau et tu bois 2 gros verres par jour. C'est bon. Oui. Ça marche. Généralement, ça marche. Voilà, ça marche. Généralement, ça marche. Mais le patient n'a pas fait tout ce que vous avez dit précédemment. Il n'est pas allé voir s'il souffre de palu et tout. Et il attend toujours la dernière minute. Alors que, en réalité, je pense, c'est mon avis personnel, que la phytothérapie ou tout ce qui est lié à nos choses traditionnelles doivent être d'ordre préventif. Très bien. Essentiellement. D'accord. Voilà. Émeric, j'espère que vous n'allez pas à l'hôpital chez les Maurice au marché pour prendre tout un tas de plantes pour les mélanger aussi. Non, parfois on a l'impression que c'est parfois efficace, au détriment même de certains médicaments que nous allons prendre à l'hôpital. C'est notre impression parfois. Et vous avez, c'est aussi, il faut le dire, c'est aussi moins coûteux. Que d'aller prendre peut-être 3 à 4 médicaments pour soigner le palu à la pharmacie. Oui. Donc, je crois que c'est des pratiques auxquelles nous faisons recours au quotidien aujourd'hui, à moins... Le Béninois n'a pas de maladie à part le paludisme. Donc, quand vous allez voir ces herboristes-là viennent en aide, soulagent un peu, quelque peu, la souffrance des populations qui n'ont vraiment pas les moyens pour aller à la pharmacie ou pour aller se faire consulter. Déjà, quand on commence par ressentir les symptômes, on commence par faire recours à ces genres de pratiques. C'est vrai que ce n'est pas... on ne peut pas tout le conseiller, on peut pas, c'est vrai que c'est efficace, mais est-ce qu'on peut, je me demande si c'est vraiment conseillé d'aller vers ces gens-là au premier réflexe. C'est vrai qu'il faut d'abord aller se faire consulter, comme vous l'aviez dit, pour savoir que c'est réellement le paludisme. Mais est-ce que, parce que là, quand on parle de tisane, on ne connaît pas forcément la dose, on ne connaît pas forcément la posologie qu'il faut. Les gens nous disent de prendre 2 verres par jour, bien, un matin, midi, un soir. Je ne sais pas ce sur quoi ils se basent
base réellement pour nous dire ça. Ben, parfois, quand on le pense, ça marche, mais ce n'est pas tout le temps. Alors, je pense que c'est un bon réflexe que d'aller vers les herboristes. Maintenant, la question, comme vous l'avez dit, est de savoir vers quel herboriste vous allez. Il faut que le métier évolue. Comme je le disais tantôt, on a beaucoup de recettes de famille. Moi, je suis herboriste aujourd'hui. J'ai appris près de mes parents. Il n'y a pas d'école pour ça. Vous voyez? Et donc, ce sont les recettes transmises de père en fils, de grand-mère à petit-fils, qui sont l'ensemble des connaissances que je possède aujourd'hui, des plantes et de leurs usages. Ce qui est important pour nous, c'est de faire évoluer ce savoir. Aujourd'hui, on sait que certaines plantes sont trop riches en minéraux et qui peuvent boucher les reins. D'autres peuvent créer des réactions d'hypertension et autres si elles sont mal dosées. Okay? Et donc, le travail aujourd'hui, c'est de proposer aux personnes qui veulent se prémunir du palu des recettes équilibrées, dosées, et qui peuvent prendre avec indication des effets secondaires connus. Vous comprenez? Alors, je donne l'exemple simple. Vous ne pouvez pas prendre des tisanes pour soigner un palu qui se déclare, c'est-à-dire grave. Ah. Ok? Les tisanes, c'est pour la prévention. D'accord. Je donne un exemple concret que tout le monde connaît, le codor. Ok? Pour l'usage du codor, de façon traditionnelle, pour votre consommation personnelle, c'est 2 tiges de cette taille environ. Ok? Vous les mettez dans la casserole, vous versez l'équivalent d'1 litre d'eau dessus et vous le buvez pendant 2 jours et pas plus d'un verre bambou. Parce que, justement, le codor, il est très lourd. Oui. Surtout pour le rein, quand vous le buvez comme ça, surtout quand on le boit, comme on le fait quand on était enfant avec 2 morceaux de sucre. Après, quand on s'abaisse comme ça, on veut se relever, on le ressent ok. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a pensé à broyer le codor et à faire des dosettes qui correspondent exactement à ce qu'il faut prendre la journée. Mais le codor ne vous soignera pas un palu chronique. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il élimine, ou il aide à éliminer au fur et à mesure le parasite. Comme l'a dit le médecin, il vient aider à la construction de votre immunité. D'accord. Okay? Et donc, il limite le nombre de parasites dans le corps et facilite son élimination. Avec ça, vous êtes sûr que vous ferez le palu moins souvent. Mais il ne vient pas remplacer ce qu'a compris la médecine moderne du palu. Il vient en amont aider à ce que vous ne finissez pas dans un hôpital sous sérum. Puis, le codor a des conséquences simples dues à son usage. Comme on dit, et en fond, et non cuit aussi. Ça peut provoquer l'anémie. Et donc, quand on traite le palu chez nous, il faut forcément, après 1 semaine de traitement du palu, prendre ce qu'on appelle un humassi. Ça peut être un fan humassi. C'est une plante, c'est de l'écorce de sorgho, je pense, non? Aboku. Aboku goto. C'est ça qu'on appelle fan humassi. Et le humassi tekan, qui est une écorce d'un arbre que l'on prend, surtout quand on fait le palu, on a traité le palu et qu'on a perdu l'appétit à cause de ce qu'on a pris. Ça creuse et ça vous donne envie de manger. Ce sont des plantes qui sont riches en fer et en minéraux permettant de reconstituer les globules.
Cette combinaison-là, c'est une combinaison classique. Quand vous allez au marché, pour certains herboristes, c'est cette combinaison qu'ils vous font de façon globale sans rien vous expliquer. Et donc, le tradithérapeute moderne, ce qu'il a à faire, ce que moi j'essaye de faire, et que j'invite tous les autres qui sont dans le métier à faire, c'est d'essayer de comprendre comment ça marche, comment doser. De sorte à ce que celui qui consomme puisse vraiment être dans... Après avoir traité, puisse toujours être quand même en santé. C'est ça, c'est cela. Et ne pas revenir pour d'autres maladies. Oui, la question que je vais poser, c'est au docteur. Je voudrais savoir... Je ne suis pas docteur. Non, pas vous. Oui. Okay, d'accord. C'est de savoir, est-ce que vous, en tant que médecin, vous conseillez aux patients de combiner les tisanes à tout ce qu'on prescrit à l'hôpital? Non, mais c'est pas évident. La médecine moderne, comme l'a dit mon ami d'en face, ce n'est pas écrit dans les prescriptions tisanes quelque part. Donc quand le diagnostic est fait, le médicament qu'il faut pour traiter cette maladie-là est connu et on met le médicament à dose et posologie adaptée. Ce qui est bien, et j'ai entendu maintenant, c'est l'évolution. Donc il a parlé, les gens sont allés vers les dosages. C'est très important. Vous allez constater, est-ce qu'avant, nous avons les insuffisants rénaux chez nous? Maintenant, ça court les rues. Et jusqu'à ce que les gens ont construit maintenant des structures pour les insuffisants rénaux. Et il en meurt. Parce que quand ça passe la phase aiguë, c'est l'insuffisance rénale chronique et on démarre la dialyse. Les gens consomment les tisanes n'importe comment. Je voudrais que, comme l'a dit monsieur Daci, oui, que les gens se mettent en association. Je sais que, je ne sais pas, c'est la métrabe, quelque chose comme ça, là, au niveau du ministère de la Santé, et ils se sont regroupés. Oui. Qu'on aille plus. Aucun de nous ici ne veut dire qu'il n'a jamais pris de tisane. Comment? On ne peut pas se passer de la tisane. Depuis l'enfance que nous, on prenait de la tisane. Mais le problème, c'est le dosage et la posologie. Sinon, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais en soi. C'est parce que la médecine moderne est venue nous aider pour dire, voilà ton poids, voilà ce qu'il te faut dans une journée, et pendant 2 jours, pendant 3 jours, pendant 7 jours, et tu es guéri. Mais de l'autre côté, ce n'est pas comme ça. Jusqu'à ce que le patient, quand il finit avec ce qu'on lui a prescrit, quand il sent encore un autre malaise, il ne va plus voir l'herboriste ou bien quelque chose là. Lui-même devient thérapeute et il constitue le truc. Peut-être ajouter encore autre chose parce que l'autre a dit j'ai ajouté pédirecon, quelque chose comme ça là. Et il ne sait même pas ce que ce pédirecon fait et il boit. C'est pour cela que nous, on ne conseille pas trop ça. On ne donne pas de conseils sur ça. Parce que, mais on sait que c'est efficace. C'est efficace, comme l'a dit Émeric. C'est efficace. Parce qu'on n'en est pas mort. Quand on était dans l'enfant. Même moi, j'ai toujours envie maintenant de boire. Vous voyez, quand on épluche l'ananas. L'ananas, oui. Quand vous préparez l'ananas, vous sentez l'odeur. J'ai envie de boire ça presque tous les matins. Parce que vous avez, quand vous prenez, vous allez bien uriner. Bon, ce n'est pas pour forcément un traitement. Non. Comme l'a dit, c'est à titre préventif. Ça aide beaucoup. C'est diurétique. C'est diurétique, mais rien ne prouve que ça vous débarrasse du palu. Non, en fait, pas pour le palu forcément, mais il a envie de prendre ça. C'est d'ailleurs pour ça que même les mamans, chaque matin, en fait, on vous fait prendre quelque chose avant d'aller à l'école, par exemple. Toujours, même si vous n'êtes pas malade, toujours prendre quelque chose avant, exactement dans la prévention pour que vous puissiez toujours rester en santé. Mais vous qui êtes travaillez dans les zones sanitaires un peu plus en profondeur sur le terrain, justement dans la lutte contre la maladie du paludisme, est-ce que parfois vous avez l'impression que c'est un frein parce que ceux qui ne sont pas forcément à Cotonou ont plus facilité à aller vers les plantes et autres que d'autres zones du Bénin? Émeric l'a dit tout à l'heure que la première réaction de notre population, surtout dans les milieux ruraux, c'est d'aller vers nos
nos plantes. Oui. D'accord? Parce que souvent, ce n'est pas coûteux et il n'y a pas de considération à payer, il n'y a pas à aller à la pharmacie, il n'y a pas de test à faire et n'importe quoi, on pense que ça, c'est le palu. Et bon, nous ne conseillons pas trop ça. Nous ne conseillons pas trop ça parce que les centres de santé sont presque dans tous les arrondissements. Presque tous les arrondissements. Ce qu'on demande à la population, quand vous sentez un malaise, il faut tester pour savoir de quelle maladie il s'agit. Parce que la médecine moderne aussi ne traite pas toutes les maladies. Non. Non. Si je prends par exemple le cas d'une cirrhose acétique. Cirrhose acétique, mais la médecine moderne ne fait rien. Nous sommes là, nous faisons des ponctions, on met les diurétiques et on suit le malade. On ne guérit pas le malade à ce stade-là. Quand son foie habituel est endommagé jusqu'à ce que la cirrhose, le ventre est ballonné avec de liquide acétique, on ne fait plus grand-chose. Donc, s'il y a possibilité que la médecine africaine, parce que c'est comme ça moi j'appelle, ce n'est pas la médecine traditionnelle, c'est la médecine africaine, puisse trouver des remèdes où la médecine moderne échoue, que la médecine africaine peut prendre la relève, ce serait une très bonne chose. Voilà ce que je peux dire. Très bien. Oui, aujourd'hui parlant, on sait qu'il y a déjà sur le marché certaines tisanes. On sait qu'il y a des produits comme, vous avez parlé de Kenkeliba. Aujourd'hui, les gens commercialisent beaucoup les graines notamment. On sait, je ne veux pas faire de publicité, mais on sait qu'il y a l'Artémisia. On sait qu'il y a beaucoup de structures qui font que nous préférons prendre au lieu d'aller chez les dames qui font la composition. Parce que là, au moins sur les boîtes, il y a la posologie, il y a des contre-indications, il y a tout ça. Et donc, ça nous rassure. Ça également, même si vous ne conseillez pas, ça fait partie des choses qui ont été approuvées et que la population utilise. L'Artémisia, je suis d'accord avec l'Artémisia qui a fait ses preuves, qui continue de faire ses preuves. Mais nous sommes sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé, non. Et nous suivons les recommandations de l'OMS qui dit pour le traitement de paludisme simple, il faut les combinaisons thérapeutiques. Pas l'artémisinine. L'artémisia n'est pas une combinaison, c'est une monothérapie. Ça traite le paludisme, c'est vrai, mais on est en train d'encourir d'autres risques de résistance. C'est pourquoi nous préférons les combinaisons par rapport au traitement de paludisme. Très bien. Je pense que Christelle Dassy voulait réagir. Oui, alors, bon, je pense que si l'artémisia a bonne presse, c'est parce qu'il y a eu un travail. Okay, ça me frustre un peu quand on dit c'est efficace et que c'est efficace. C'est efficace, reconnu efficace parce qu'il y a des études claires dessus. Okay, on a d'autres choses tout aussi efficaces. Pour lesquelles on n'a pas encore d'études qui a prouvé. On espère, enfin moi, je pense que je ferai ma part et on espère que d'autres plantes pourront être mises en avant de sorte à ce que on puisse avoir davantage de matière à faire dans le domaine. Alors, le médecin a parlé de combinaison. Oui. Moi, je veux comprendre, c'est une question que je pose. Le parasite qui m'habite, pour lequel je prends l'artémisia, et que j'élimine, comment est-ce que le nouveau parasite fait-il une résistance? Puisque l'action n'est pas faite sur le moustique qui me pique, mais dans mon corps. Et ce nouveau parasite qui entre, s'il n'a pas subi de modification au niveau de c'est le vecteur, on dit non, du moustique qui me l'a transmis, comment est-ce que lui évolue-t-il puisqu'il a la même nature que le précédent que j'ai éliminé? Alors, oui, vous allez répondre tout à l'heure. Mais avant, je voudrais, à Lila Toudraman, que nous puissions faire un tour sur le mot du jour. Nous parlons de paludisme. Donc, premier symptôme, nous l'avons dit, ce sont les fièvres également. Lila Tou, fièvre, qu'entend-on donc par ce mot? Voilà, merci beaucoup Brunel. On parlera de fièvre parce qu'on l'a dit depuis le début de cette émission, la fièvre fait partie des symptômes du paludisme. Fièvre est un nom féminin qui s'écrit F-I-E accent grave, V-R-E, fièvre. Fièvre peut signifier
élévation de la température du corps au-dessus de la normale. On parle d'hyperthermie, accompagnée le plus souvent de malaise général et de divers symptômes. Et comme synonyme familier, on a température. Fièvre désigne également état d'agitation, de surexcitation, fébrilité. Et dans ce cas, on peut dire préparer avec fièvre un examen. Et les synonymes, il y a affolement, il y a exaltation, excitation, fébrilité, fougue, frénésie, nervosité. Comme troisième sens au mot fièvre, nous avons manie, désir ardent de quelque chose. Être pris d'une fièvre, décrire. Et là, les synonymes, il y a amour, folie, passion, rage, soif. Quelques citations en rapport avec la fièvre. Oui. La première nous vient de René Descartes qui dit « La cause la plus ordinaire de la fièvre lente est la tristesse. La cause la plus ordinaire de la fièvre lente est la tristesse. » Et la dernière de François Duc de la Rochefoucauld, « La jeunesse est une ivresse continuelle, c'est la fièvre de la santé, c'est la folie de la raison. » La jeunesse est une ivresse continuelle, c'est la fièvre de la santé, c'est la folie de la raison. Fièvre en rapport avec la santé, il faut dire que c'est lorsque la température dépasse 38 degrés Celsius. Ouais. Merci. Absolument. Merci Alilatour pour ces détails. Donc l'évolution du plasmodium plutôt qui nous est transféré par le moustique, étant donné que nous l'avons éliminé de notre corps, pourquoi est-ce que je refais la maladie? Merci beaucoup. L'élimination n'est pas souvent à 100% quand vous prenez les médicaments, non. C'est pour cela que monsieur Daci, quand il parlait tout à l'heure de l'artémisia, que je dis que c'est une monothérapie, ça n'élimine pas suffisamment les parasites. Donc c'est pour cela qu'on a mis les combinaisons pour pouvoir mieux nettoyer. Parce que vous mettez la monothérapie, ça va éliminer une partie. Oui. Et vous allez peut-être guérir, mais pas totalement. D'accord. Pas totalement. Et plutôt, quand il y aura encore un facteur favorisant, ou bien un facteur déclenchant, vous allez refaire encore la maladie, comme si c'était peut-être une nouvelle piqûre, des trucs qui sont à l'état les survivants seront résistants. Voilà. Donc, il faut forcément une combinaison pour pouvoir nettoyer une bonne partie de ces parasites-là que nous avons. Ce sont nos herboristes qui font des combinaisons qui ont raison. Combinaison avec les herboristes. Mais avec des éléments qu'on est sûr de prendre et qu'on n'aura pas d'autres conséquences sur la santé. Alors justement, la thématique de cette journée mondiale de lutte contre le paludisme dit d'innover pour réduire la charge du paludisme et sauver des vies. Alors, innovation, pour vous, c'est dans quel sens? Tout ce que vous pensez qu'on peut faire pour aller dans la lutte, tout ça, ça rentre dans l'innovation. Jusqu'à un passé récent, par exemple, jusqu'en 2018-2019, on n'avait pas la CPS chez nous, la chimioprévention du paludisme saisonnier. Ça a démarré en 2019. Ça a constitué une innovation. Où on n'attend pas seulement les moustiquaires, on n'attend pas la PID qui se réalise dans certaines zones sanitaires. Et on pense encore, qu'est-ce qu'on peut encore faire? On a trouvé dans d'autres pays qu'on utilise la chimioprévention du paludisme saisonnier chez les enfants de 3 à 59 mois. On ramène ça chez nous, nous avons démarré. Cette année, nous avons démarré avec le traitement préventif intermittent chez le nourrisson. Tout ça, c'est une innovation. Vous pensez n'importe quoi pour le suivi de nos données, la qualité de nos données. Nous avons parlé de la digitalisation. Oui. Tout ça, là, c'est des innovations. Même les entreprises nous accompagnent maintenant. Avant, c'était la lutte du ministère de la Santé. Mais tout le monde s'engage maintenant par rapport à cette lutte. Parce que quand vous faites le palu, vous pouvez ne pas être ici. On dit, on a attendu Madame Brunel à 7 heures. Et le palu, l'attaque, vous ne serez pas ici. Donc, la production prend un coup. Donc, il faut forcément innover tout ce que vous pouvez penser. Ce n'est pas seulement le ministère de la Santé. Tous les ministères qui peuvent nous aider. Les entreprises ont commencé par nous aider, même en donnant les ressources locales pour qu'on puisse, en dehors de ce que les partenaires nous donnent,
évoluer toujours dans la lutte. Donc, tout ça rentre dans les innovations. Christelle Dassy. Bon, moi, je pense qu'en matière d'innovation, il faut plutôt innover au niveau de la sensibilisation. Il faut trouver une nouvelle façon de toucher les populations. Et il faut surtout ramener, ce n'est pas une innovation, c'est une vieille idée, vieille comme le monde, il faut ramener les vieilles habitudes préventives contre le palu. Okay? En ce qui concerne mon domaine, c'est-à-dire les tisanes et autres, choisir, bon, je doute fort que le gouvernement ou le ministère de la Santé aille dans le sens d'encourager la prise de tisane ou de tels produits d'un tel fabricant local, puisqu'il faut être, comment dire, il faut que l'OMS l'accepte déjà, mais de façon locale, il faut encourager ceux qui présentent de meilleurs résultats en matière de production locale. Et encourager les populations à l'intégrer comme réflexe préventif contre le palu. Comme l'a dit le médecin, c'est une maladie due aux habitudes. Et donc, les innovations doivent être faites dans ce sens-là aussi, en intégrant des solutions locales à la lutte contre le mal. Oui. Très bien. Émeric? J'ai plutôt une question au docteur. C'est vrai que chaque année, on célèbre la journée mondiale de la lutte contre le paludisme. Cette année, qu'est-ce qui a été fait? La journée, c'était hier. Qu'est-ce qui a été fait? Quelles sont les perspectives qu'on peut noter? Merci beaucoup. Hier, on était à Covey pour le lancement de la journée. D'abord, la veille, le dimanche, nous avons fait une marche verte, une marche qui a démarré depuis la mairie et a échoué au stade municipal de Covey pour annoncer à la population que nous sommes en train de démarrer avec la journée mondiale du paludisme. Cette année, dans toutes les communes, il est instauré une action de prévention, surtout dans les lieux de culte. Les lieux de culte. Pourquoi les lieux de culte? Parce que facilement, nos imams, nos prêtres, nos pasteurs ont la facilité avec la population. Donc, un accent est mis sur la prévention, comme l'a dit M. Dassy. Il faut communiquer. Il faut communiquer tous les jours quand le prêtre est en face de sa communauté, ne serait que 5 à 10 minutes, il parle de paludisme. Je pense que ça va commencer, ça va prendre. Donc, comme innovation, là, je viens de dire, cette année, c'est pris en compte dans toutes les communes que les lieux religieux, les lieux de culte, que ce soit musulmans et autres là, les prêtres et autres là, seront briefés pour pouvoir donner des informations sur le paludisme. Ça, c'est une innovation. C'est une innovation, surtout si vous arrivez à avoir les prêtres traditionnels. Voilà, parce qu'en milieu rural, ils ont une forte population qui... Oui, c'est une innovation à saluer en effet, parce que quand on connaît l'influence des religieux ou des personnes qu'on considère comme celles sages qui nous passent la parole la mieux indiquée. Je pense que quand on passe par ces personnes-là, tout en impliquant bien évidemment ces tradis praticiens, ces herboristes qui ont la connaissance de la chose, afin qu'eux-mêmes puissent prendre conscience de la modernisation et de l'évolution de leur secteur et apporter ce qu'il faut de meilleur à la population. Je pense que la communication également pourrait aller dans le sens de faire prendre conscience à la population de l'incidence financière de la maladie, voilà, du traitement, parce que la Banque mondiale estime que les ménages béninois utilisent 1/4 de leurs revenus par an pour soigner le paludisme. C'est important, on ne s'en rend pas compte, mais si c'est une maladie comportementale,
si on peut l'éviter, pourquoi investir autant? Parce qu'au-delà de tout financier, tout ce que quand on est malade, quand on est hospitalisé, nos activités sont en cessation, on ne travaille plus, on mobilise toute la famille, toutes les attentions et tout ça. Donc ça nous fait du temps à perdre, de l'énergie à perdre. Et quoi qu'on dise, c'est mais tout le temps passer à l'hôpital, prendre des médicaments, ça fragilise également notre organisme qui est plus susceptible à recevoir d'autres maladies, d'autres infections. Oui. Très bien. Alors, Émeric, je vais vous libérer pour recevoir Nafissatou Hassani sur le plateau pour la deuxième partie de l'émission, mais je vous laisse dire un mot quand même. Oui, d'abord, je laisse une question peut-être au docteur, parce qu'on constate souvent que chaque année, il y a quand même une distribution de moustiquaires. Et aussi pour on a bénéficié plus, c'est ça? On a bénéficié plus, docteur. Donc, c'est vrai que bon, l'usage qu'en fait la population n'est pas celle indiquée, mais quand même, on constate que depuis quelques années, il n'y a plus de distribution de moustiquaires. Je voulais en savoir plus sur ça et peut-être finir avec une sensibilisation pour dire que bon, le paludisme c'est une réalité aujourd'hui, on le sait tous, on en est conscient, donc il vaut mieux prévenir que guérir. Merci Émeric, je lui réponds rapidement parce que ce qu'il vient de dire c'est très important. On distribue les moustiquaires à tous les ménages, c'est tous les 3 ans. Ce n'est pas chaque année. C'est pas chaque année. Donc, c'était régulier avant, en fait. C'était l'impression. Donc, tous les 3 ans, le gouvernement de notre pays distribue des moustiquaires à tous les ménages. Et ça veut dire que donc, après 3 ans, le moustiquaire que vous avez acheté sensiblement doit être remplacé. Ça peut être c'est détérioré ou autre, là, mais vous avez la chance d'avoir encore une autre moustiquaire. Mais en plus de ça, il y a la distribution routinière pour les femmes enceintes. Oui. Tout à fait. Tu tombes enceinte 5 fois et tu accouches 5 fois, chaque fois tu auras moustiquaire. Donc le premier contact avec la structure sanitaire, tu auras de moustiquaire. Ton enfant qui est vacciné régulièrement, jusqu'à être complètement vacciné en recevant le VAR et le VAA, les vaccins anti-rougeole, le vaccin anti-amaril, l'enfant bénéficie encore du moustiquaire. Même actuellement. Actuellement, tout le temps. Tout le temps. Oui. Très bien. Une chose d'avoir la moustiquaire, mais il faut aussi d'entretenir la moustiquaire. C'est ce que j'allais dire, exactement. Oui, c'est parce que vous avez parlé de moustiquaire. Est-ce que les gens continuent de distribuer? Que j'ai sorti maintenant tous les mécanismes pour distribuer. Donc, il faut conseiller aux gens d'utiliser les moustiquaires. Alors, justement, pour l'entretien, il y avait un comprimé qu'on utilisait, qu'on distribuait dessus pour prévenir, pour éloigner le plus possible les moustiques de la moustiquaire quand on la met. C'était l'ancienne moustiquaire que nous utilisons. Cette fois-ci, maintenant, c'est les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Très bien. Donc, on n'en a plus trop besoin. Il suffit seulement, quand la moustiquaire est sale, de la laver avec le savon doux, palmida, coton et autres là, et de la sécher à l'ombre. À l'ombre, pas au soleil. Quand c'est séché au soleil, le principe actif est détruit et le moustique peut se poser sur ça facilement. Quand on s'y colle, le moustique, tous les 3 ans. Donc ça devient seulement une barrière, ce n'est plus chimique. D'accord. Donc il peut se poser sur ça et si jamais tu touchais la moustiquaire, le moustique peut il te pique toujours. Très bien. Vous avez dit tous les 3 ans, donc ça veut dire que la prochaine... L'année prochaine, vous aurez encore moustiquaire. Donc il faut être prêt à aller chercher pour l'année prochaine. Et pour rendez-vous est pris. Très bien. Alinat. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bon, voilà ce que je voulais dire. Vu que, on l'a dit sur ce plateau, quand vous êtes enceinte, vous avez systématiquement, quand votre enfant a fini de prendre cette dose de vaccination, vous avez... Donc, quand on ne donne pas, on peut réclamer. Mais pourquoi vous ne réclamez pas? C'est ce qui est dit et que l'enfant est suivi régulièrement. Depuis la naissance en prenant BCG, polio 0 et 6 semaines après les rendez-vous jusqu'à avoir le VAR, le VAA, vous attendez votre moustiquaire. Vous n'avez pas, vous réclamez. Très bien, d'accord. C'est le gouvernement qui a mis ça là en place pour aider la population. Donc c'est de leur droit à réclamer. Merci docteur. Nous allons libérer Émeric pour recevoir Nafissa. Nafissa, bonjour. Bonjour Brunel, amis téléspectateurs, bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Vous faites régulièrement le palu?
Pas vraiment. Pas Vous vraiment. arrivez à respecter les consignes pour l'éviter au mieux. Oui, je peux dire ça. Très bien. On fait un tour sur les messages qu'on a reçus ce matin. Nous avons quelques téléspectateurs qui ont répondu à la question du jour. Et nous faisons tous la même chose, mais pourtant, le palu a toujours raison de nous. Il y a Adiro qui nous dit qu'il pratique du sport et il mange des fruits contenant le calcium, le zinc, le magnésium et le fer. Ah, tout ça. Pour Oui. pouvoir éviter le palu. Pendant même la période de la maladie, il fait ça. D'accord. Pour soigner le palu. Est-ce que Pour toutes soigner ces le palu. activités ont un effet sur Le paludisme. le palu, l'élimination du palu? Non, mais c'est normal qu'en faisant le sport, on se porte bien. Oui, On se c'est porte clair. bien et on évite les maladies. Vous savez, même quand vous contractez la maladie et vous n'avez pas le facteur favorisant, vous n'allez pas faire la maladie. Hein. Donc, ça s'élimine de lui-même à un moment donné. Mais ce n'est pas le sport qui évite le paludisme, non. C'est ne pas se faire piquer qui évite le paludisme. Très bien. Nafisat? Il y a Anderson qui nous dit que les soins médicaux l'aident à guérir le palu, sinon la tisane marche très bien. Mais par faute de dosage, on se crée d'autres problèmes. Très bien. C'est vrai qu'on se crée d'autres problèmes, mais également, je voudrais quand même que Christelle Dassé nous dise pour ceux-là, peut-être justement comme lui, quelles précautions il faut prendre par rapport à ça. Alors, comme on le disait tantôt, c'est une question de dosage. Et la quantité de recettes que les gens possèdent dans ce pays pour soigner le palu est effrayante. Donc, je ne pourrais donner de conseils concrets comme ça, parce que pour chaque plante, pour chaque matière, il faut un traitement, il faut un soin particulier. En tout cas, il faut faire attention au dosage ou tout simplement se rendre à l'hôpital pour prendre un médicament dont vous êtes sûr du dosage Voilà. et de ce que vous Ou une tisane dont vous êtes sûr du Sûr. dosage. Oui. Je dors sous moustiquaire imprégnée. Je m'assure de bien fermer et après je vérifie si aucun moustique ne s'est introduit. Après, je dors. Anna. D'accord, ça sont moyens de prévention, donc Prévention. contre la maladie. La C'est vrai que maladie. parfois, bon, quand on met la moustiquaire, on se retrouve avec des moustiques Oui. dedans, à l'intérieur, et c'est compliqué. Il faut les tuer. On n'arrive pas à tout tuer parfois. Parce qu'ils sont embrigadés là, il faut les tuer. D'accord. Dans la moustiquaire, Il y en a qui sont de véritables acrobates. hein. dans la moustiquaire, Vous faites tous les mouvements. Vous allez faire entrer d'autres. Il faut tout faire pour les tuer. D'accord. Vous voulez dire quelque chose? Ben, je vais dire qu'il faut enlever la moustiquaire, s'assurer que tout soit parti et remettre. Et remettre. Sinon, vous allez passer votre nuit à faire le combat contre les moustiques. Mais vous l'avez mis encore dans votre chambre. Au lieu de le tuer, vous ouvrez. Pour qu'il il va reste encore dans la chambre. et il Donc, va vous après, guetter. Il peut revenir. Oui, c'est ça. Le paludisme tue vite. Parfois, on ne s'en rend même pas compte. Il est parfois tellement violent avec différents symptômes, ce qui trompe même parfois. On doute même si c'est le palu ou une autre maladie. Marie. Oui, je pense que vaut mieux aller à l'hôpital. Hein. Il faut se faire dépister. Vaut mieux aller à l'hôpital, les médecins, ou bien tout, non, vous n'avez pas dit médecin forcément, mais Les tous agents les de agents de santé. santé peuvent vous recevoir pour vous aider. Le dernier message nous vient de Kafui. Le paludisme, pour certains, ne veut rien dire. Mais peu de personnes ignorent qu'on peut bien en mourir. Personnellement, je dors sous moustiquaire. Je suis allergique aux insecticides et autres, donc je ne les utilise pas. À chaque symptôme, je me soigne. Allergie aux Aux insecticides. C'est vrai que quand on est adulte, on se dit, bon, quand j'ai la fièvre ou bien quand on a le palu, on peut rapidement guérir. C'est pas très, très grave. Et donc, on a l'impression qu'on minimise justement la maladie quand on est adulte. Docteur. Bon, ça dépend du taux d'inoculation. Hein. Ça dépend du taux d'inoculation. Même si vous êtes adulte, quand c'est trop chargé, vous allez faire la maladie.
Parce que vous êtes adulte, vous avez la chance de bouger tout le temps, de ne pas être trop statique pour être piqué. Piqué à tout va. Et les enfants, plutôt, quand la maman déjà est à la cuisine, les enfants dorment n'importe où et ne font pas attention à ces moustiques-là qui vont les piquer, plus que les adultes. Oui. Quand on est en éveil, nous, quand quelque chose nous touche, en même temps, on envoie la main, donc on n'a pas la chance d'être mieux piqué que les enfants. Pas la chance. Oui, allez-y. Nous allons poursuivre avec la pensée du jour. La pensée de ce matin nous vient de Bill Gates. Il y a plus de gens qui meurent de paludisme que tout type de cancer. Il y a plus de gens qui meurent de paludisme que tout type de cancer. Une pensée qui nous vient donc de Bill Gates. Christelle Dassy, un avis sur cette pensée? Ça ne me touche pas. Ça ne me touche pas. Je pense que personne ne ferait de palu en Afrique si on adoptait, comme l'a dit le docteur, de bons gestes et que on améliore les méthodes traditionnelles pour soigner ce palu de façon préventive. Il faut prévenir le palu pour ne pas faire le palu, tout simplement. Voilà. Je voudrais revenir un peu sur ce que Dassy a dit. Oui. Il faut surtout, par rapport au paludisme, la prévention. Parce que c'est pour cela que nous faisons la promotion des médecins de santé publique pour qu'ils soient à l'avant-garde. Parce que quand vous laissez les gens tomber malades, les hôpitaux sont débordés et on n'a même pas de lit où les mettre. Donc, il ne faut pas que la maladie arrive. Prévenir, tous les moyens pour prévenir, c'est ça qu'il faut surtout encourager. Allez là. Oui, Bill Gates est parti sûrement sur les statistiques en matière de prévalence dans le monde. Mais comme on le dit et on le répète, c'est la prévention qui est importante. L'objectif, c'est d'arriver à l'élimination. Tant qu'il n'y a plus de piqûres, tant qu'il n'y a plus de contact avec les moustiques, il n'y aura pas de paludisme. Et l'objectif sera chacun d'utiliser les moyens qu'il a. Aujourd'hui, on a assez sensibilisé sur les méthodes, sur la façon d'éviter le paludisme. On dira peut-être qu'on n'est pas tous dans un environnement qui nous permette d'être à l'abri des moustiques parce que parfois vous êtes même chez vous, tout y est, mais les caniveaux à côté sont des nids de moustiques qui peuvent rentrer chez vous. Donc l'environnement n'est pas encore totalement à l'abri des moustiques. Mais il faut que nous-mêmes, parce que c'est nous qui dépensons, c'est nous qui tombons malades et c'est nous qui avons tous les risques, il faut que chacun puisse faire ce qu'il faut et que l'État également puisse accompagner en essayant toutes les fois de vider les caniveaux ou tout ce qui peut constituer un nid pour les moustiques. Très bien. Je voudrais dire à Mme Alila que l'État a fait beaucoup. Surtout au temps de l'actuel président de la République avec l'asphaltage. Vous avez constaté qu'il y a beaucoup de zones. C'est très important parce que l'asphaltage dans nos zones rurales. Ça va continuer, parce que dans le PAG2, je ne connais pas grand-chose. Quand ils vont continuer avec cet asphaltage-là, on va repousser surtout notre ville de Cotonou de loin le paludisme. Oui, c'est une évidence. L'objectif, c'est d'aller également dans les autres zones. Ça va continuer. On va y arriver. Oui. Il y a que l'auteur essayait de nous faire comprendre la gravité de la situation. Le paludisme est l'une des plus graves des maladies au monde et quand on prend 5 personnes, quand on prend 10 personnes, au moins 8 sont atteintes du paludisme dans le monde et ça fait beaucoup de ravages. Donc il essaie juste de nous faire montrer la gravité de la situation. Le paludisme tue beaucoup plus que le cancer aujourd'hui. Bill Gates, de son vrai nom William Henry Gates III, est né le 28 octobre 1955. Il est un informaticien, entrepreneur et milliardaire américain. Il est connu comme le fondateur de Microsoft en 1975 et son principal actionnaire jusqu'en 2014. Absolument. Alors, on poursuit avec quelques notes d'humour. Oui. Franchement, le changement climatique est en marche. Tu m'étonnes. Quelle croissance. On se développe à une de ces vitesses.
C'est pour dire, et il y a 2 moustiques qui sont en train de se chamailler, de se discuter, et l'autre lui dit que le changement climatique fait du bien, mais l'autre dit non, qu'ils sont en train de se développer plus vite que d'habitude, donc ils vont bientôt mourir. Très bien, donc des moustiques qui se disputent, bon, au moins, si ça les éradique ou bien si ça les éloigne davantage de nous. De nous, hein. C'est surtout les moustiques mâles là qui chantent beaucoup. Hein. C'est eux là qui vous distraient pour permettre à la femelle d'aller prendre du sang. Oui, c'est comme ça. Voilà un sachet de sang. L'homme a toujours le rôle le plus difficile. Voilà un sachet de sang pour toi et pour ta famille. Et maintenant, laisse-nous dormir. Non, merci, je ne prends pas de pot de vin. Je travaille honnêtement. Ah, des moustiques qui travaillent honnêtement. Allez piquer, c'est travailler honnêtement, d'accord. Il y a un qui demande, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai piqué une très jolie femme à la poitrine, mais elle n'avait pas de sang, juste du silicone. Il a pris du poids en un temps. Ben, c'est les effets, on évolue avec le les temps. Risques donc du métier. Les risques du métier, en effet. Absolument. Oui. Nafissatou? Il reste une autre de mots. Ne t'approche pas des humains, ils pourraient te faire du mal. Mais maman, quand je m'approche d'eux, ils m'applaudissent. Ah, d'accord. Je voudrais poser une question au médecin. Il avait dit que ce n'était pas possible d'éradiquer le paludisme. Et je sais qu'il y a un rapport de l'OMS sur la Chine qui dit qu'en 2021, la Chine a éradiqué le paludisme. C'est pas de notre pays, le Bénin. Oui, bien sûr. Notre pays, le Bénin, n'est pas hors du monde. Donc, je me dis qu'on peut s'inspirer de ce qui se passe ailleurs également pour trouver des solutions pour évoluer dans l'élimination ou l'éradication du paludisme. Et en 2021, l'OMS a dit que la Chine avait éradiqué le paludisme parce qu'on a constaté qu'il n'y a plus de cas venant autochtones, alors que quand on prend les statistiques en 1940, la Chine avait 30 millions de cas par an. Donc, est-ce qu'on ne peut pas s'inspirer de la procédure ou de la méthode pour trouver des solutions adaptées? Je ne dis pas que le Bénin, c'est la Chine, bien évidemment. Si vous permettez, oui, c'est possible. On va payer beaucoup plus d'impôts. Oui, parce qu'il faudrait d'énormes investissements publics. Et j'imagine, si on va le faire dans les 10 ou 20 prochaines années, notre État va prêter beaucoup de sous, alors que je pense qu'il s'efforce à atteindre les 10% de couverture fiscale. On a même demandé 15%. 15% d'abord pour la santé. Mais l'État est en train de faire un effort dans ce sens-là. Oui, parce que la couverture fiscale, puisqu'on... Le mot du citoyen qui paye ses impôts est très évocateur, on l'appelle le contribuable. C'est-à-dire que l'État est une tontine. Quand on prête des sous, on le prête sur la garantie que vous et nous, on va le payer. Et donc, quand ils vont prêter des sous pour développer des insecticides efficaces ou développer ou modifier le moustique pour qu'une fois qu'il aille se reproduire, que ça ne donne plus, eh bien, il faudrait que vous et nous et nos petits-enfants payent l'addition. Donc, on va y aller. Oui, on va y aller mollo mollo. Et je pense que la stratégie est déjà en étude en Afrique. Je ne sais plus véritablement quelle ville, ça doit être Niger ou Sénégal, je ne sais plus avec précision. Oui. Personne, le meilleur des ingénieurs a fait sa chose Dieu. Et à chaque fois qu'on essaye d'aller au-delà, ça donne des résultats catastrophiques. Donc je pense qu'il faut... D'accord. Il faut se laisser piquer par les moustiques. Il faut trouver d'autres moyens. Peut-être ne pas les tuer, mais trouver des moyens pour se protéger. Moi, j'ai fait un mois en Chine, mais j'ai vu des moustiques, comme vous l'avez dit. Il n'y a plus de paludisme. Mais si, il peut y avoir de paludisme parce que nous sommes des étrangers, on est venus dans leur pays. Donc, ces moustiques peuvent avoir encore des parasites chez nous et aller étranger. Mais quand ils trouvent un seul cas là, toute la région... C'est comme une pandémie. Voilà. Et tout le monde est traité. Tout le monde est traité. Il y a toujours des revers en fait qu'il faudra gérer après. Il nous faut du temps pour aller à l'éradication. Nous souhaitons d'abord aller à l'élimination. Il faut éliminer d'abord et peut-être on va penser à l'éradication.
Nafisat. Il y a une petite note du monde pour finir. Mais enfin, pourquoi tu piques toujours le même? Parce que c'est un gros con. Donc, il y a des moustiques qui vous visent tous les jours et qui vous piquent. Donc, sauf si vous êtes con ou pas. Con ou pas. Peut-être qu'il ne bouge même pas en dormant. En C'est effet, comme c'est s'il parce qu'il était est con mort. qu'il n'a pas encore tué le moustique Quand jusqu'à il ce dit jour. qu'on l'applaudit là, mais il est en train d'échapper à la mort. Alors, On veut le savoir. tuer parce qu'on l'applaudit. ok. L'histoire. Le paludisme est probablement l'une des plus vieilles maladies de l'humanité. On prétend même que l'homme préhistorique en était atteint. Dans la période historique, les Védas de l'Inde ancienne le décrivent comme la reine des maladies, une maladie attribuée à la colère de dieu Shiva. Au sein du vaste groupe des maladies fébriles, les premières individualisations du paludisme sont donc cliniques. Mais dès le deuxième siècle, les Grecs ébauchent aussi une individualisation épidémiologique en reliant le paludisme à la proximité de terrains marécageux. Ainsi s'explique l'étymologie des diverses dénominations de la maladie. Paludisme vient en effet du vieux français palud, lui-même dérivé du latin palus et signifiant marécage. Malaria, la dénomination italienne adoptée aussi par les anglo-saxons, fait référence au miasme dont on pensait qu'il occasionne les fièvres. Pendant plusieurs siècles, cette croyance justifie des mesures prophylactiques que le moins original, comme par exemple le port autour du cou ou sur le bras gauche. Les avis diffèrent suivant les auteurs. D'une araignée vivante emprisonnée dans une coquille de noix et qui était supposée absorber les émanations pestilentielles. Il est évidemment impossible d'apprécier l'efficacité de cette arachinoprévention. Mais cette méthode devrait avoir un certain renom et un apothicaire espagnol, Oliveira, a même prétendu avoir préparé une arachinidine, évidemment extraite d'araignées et à laquelle il prêtait de remarquables propriétés fébrifuges. En fait, la première individualisation réelle du paludisme est d'ordre thérapeutique. Traversons les siècles et les océans à la suite des conquistadors. C'est en effet au Pérou que vers 1630, un missionnaire jésuite, Juan Lopez, est spectaculairement guéri des fièvres intermittentes par une poudre préparée à partir de l'écorce de l'arbre à fièvre, le quinquennat. Le missionnaire informé du secret de sa guérison, le gouverneur de la province. Celui-ci en informe à son tour le vice-président du Pérou, le 4e comte de Chichon, dont la femme, dit-on, se mourait des fièvres. La guérison de la comtesse assure la renommée de ce traitement qui devient la poudre de la comtesse. En l'honneur de cette noble dame, l'aîné baptise même Chichona l'arbre à fièvre, dont c'est désormais la dénomination scientifique. Le paludisme, une des plus importantes, peut-être même la plus importante maladie de l'échelon mondial, 5 à 600 millions de malades, plusieurs millions de morts annuels, le tiers de l'humanité menacée. Merci, Nafissatou. Oui. Cos aussi travaille depuis, donc c'est par voie traditionnelle qu'on guérissait le paludisme. Absolument, et c'est d'ailleurs pour ça que Christelle Dassy insiste pour qu'on puisse accompagner cela pour la prévention donc, du palu. Alors, c'est vrai que nous avons parlé des moyens de prévention et autres, mais je voudrais quand même, avant qu'on ne boucle ce plateau, docteur, que vous nous... qu'en est-il du vaccin? C'est vrai que dans certains pays, l'OMS a autorisé qu'on essaie le vaccin, mais qu'en est-il au Bénin? Merci beaucoup. Le vaccin, depuis 2019, a déjà été mis en œuvre, bien en place, commence à être utilisé dans 3 pays déjà, le Malawi,
le Ghana et le Kenya. Donc à partir de 5 mois déjà, on peut faire la vaccination aux enfants. Il faut 4 doses pour que l'enfant soit protégé. Déjà à partir de la 3e dose, et l'efficacité est déjà à près de 68%, à partir de la 3e dose. Donc à 1 mois d'intervalle, vous faites les 4 doses à votre enfant, on a les preuves. Le 21 avril passé, l'OMS a déclaré que plus d'1 million d'enfants sont actuellement protégés à cause de la vaccination. Le Bénin est déjà engagé dans le processus et la structure qui est responsable de l'Agence nationale des soins de santé primaire au ministère de la Santé, qui s'occupe de la vaccination, est à pied d'œuvre. Et d'ici le 2e trimestre 2023, nous allons démarrer avec la vaccination au Bénin. C'est ce qui a été promis pour nous. Très bien. Donc, ça va entrer dans la série de vaccinations bien sûr, que font les enfants. Exactement. Après à partir de 5 mois, ces enfants-là seront pris en compte. Très bien. Dans quelques minutes, nous devrons boucler donc notre plateau. Alila, vous voulez réagir? Ah oui, bon, il faudra insister sur la prévention puisque c'est le seul moyen efficace qu'on a aujourd'hui pour éviter de dépenser assez sur le paludisme, prévenir pour éviter la maladie, éviter de mettre assez de ressources sur la maladie, protéger nos enfants et nous protéger nous-mêmes. Absolument. Nafissat? Le paludisme est une maladie grave et qui tue beaucoup de personnes chaque année. Donc, il faut se protéger son environnement et son entourage et sensibiliser. Montrer que cette maladie peut tuer à tout moment et que ça fait beaucoup de ravages. Merci. Christelle Dassy? Moi, je pense que, une fois de plus, comme l'a dit tout le monde, il faut la prévention. La prévention avec des méthodes traditionnelles, contrôlées, et surtout le dépistage au niveau de la médecine moderne. C'est très important. Merci. Très bien. Docteur? Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Il faut dire que le paludisme est une maladie évitable, maladie comportementale. Donc, c'est la prévention qu'il faut. Mais si par malheur, quelqu'un contacte la maladie, ne pas hésiter à se faire consulter, à aller dans les structures sanitaires pour se faire consulter et traiter. Merci, docteur. Alors, l'information donc concernant les OGM de moustiques qui sont en train d'être essayés en Afrique, au Niger ou au Burkina Faso. C'est plutôt au Burkina Faso. Au Burkina Faso, très bien. C'est bien au Burkina Faso. Alors, merci beaucoup, docteur William Hunjo. Vous êtes médecin santé publique, chef service prise en charge des cas et traitements préventifs intermittents au programme national de lutte contre le paludisme. C'était un plaisir. Christelle Dassy, merci. Toujours un plaisir de vous retrouver sur notre plateau. Vous êtes phytothérapeute. Nafissatou Hassani, Alilatou Draman, il y avait également sur ce plateau Émeric Okupeli. Mesdames, Messieurs, nous parlions donc du paludisme aujourd'hui. C'est une maladie que nous faisons tous, mais l'accent est beaucoup mis sur les enfants de 0 à 5 ans et également les femmes enceintes. Si vous avez des femmes enceintes auprès de vous, si vous avez des enfants auprès de vous, veillez sur eux, tout simplement, faites en sorte que rien ne les touche et qu'ils puissent grandir et qu'ils puissent développer leur immunité, ou pour les femmes enceintes jusqu'à ce que l'enfant grandisse davantage. Merci à tous. Nous espérons que nous vous avons donné les informations qu'il fallait par rapport à la prévention, par rapport à la lutte contre cette maladie aujourd'hui, le vaccin d'ici 2023. Nous espérons donc que dans les prochaines années, le taux de consultation pour le paludisme et le taux de mortalité puisse réellement diminuer ou complètement baisser, ou pourquoi pas être éliminé dans notre pays. Merci à tous pour votre participation à ces échanges et rendez-vous demain.